Bien, bonjour à toutes et à tous. On poursuit donc ce matin nos travaux de la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance avec l'audition de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est donc représentée aujourd'hui par sa directrice Caroline Nizan, par Mehidine Farouj, sous-directeur des missions, qui n'est pas là, effectivement. Donc je me disais bien qu'il n'y avait pas d'homme ce matin. Madame Frédérique Bottella, sous-directrice adjointe des missions de protection judiciaire et d'éducation, Madame Valérie Gorlin, chef du bureau des partenaires institutionnels et des territoires, Madame Alice Bonatti, qui est chef de la section de la protection de l'enfance et des relations avec les juridictions, et Madame Marie-Laure Thénault, chef de la mission sur les mineurs non accompagnés. Je n'ai pas fait dans l'ordre, mais voilà, vous êtes toutes là. Je vous remercie évidemment d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que la DPJJ est notamment chargée d'élaborer et de faire appliquer les textes concernant les mineurs en danger, d'assurer leur prise en charge dans les services et établissements de l'État et d'apporter une aide à la décision judiciaire. Le déroulé, on va donc vous laisser 15 minutes de présentation liminaire, voilà, plus ou moins, mais en essayant de respecter quand même le timing. Et ensuite, on passera aux questions de Madame la rapporteure et puis de nos collègues députés. Je dois au préalable vous le dire, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que cette audition elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et évidemment, on peut la revoir en replay. Et vous précisez aussi qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je dois vous demander au préalable de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc chacune à votre tour, si vous le voulez bien, en actionnant votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci, super. Je vous remercie et je vous donne donc la parole. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, je prends la parole à ce moment pour présenter de manière peut-être un peu plus complète la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dont vous avez dit quelques mots, mais comme ces missions ne sont pas forcément connues, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance, je souhaitais peut-être vous en dire davantage. Donc, très rapidement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, comme vous le savez sans doute, est l'une des 5 direction du ministère de la Justice. Elle est composée d'une administration centrale, mais elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses services déconcentrés qui sont organisés en 9 directions interrégionales. Elle comporte 228 établissements et services du secteur public, 965 établissements et services associatifs habilités, 9232 professionnels, dont 55% d'éducateurs, et nous avons la chance d'avoir une école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse avec 11 pôles territoriaux de formation. Et donc, grâce à cette organisation, la DPJJ dispose à la fois d'une vision globale à l'échelle nationale, mais aussi d'une vision au plus près des réalités de terrain. Quant aux missions, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'ensemble des questions qui intéressent la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre. Ce sont les textes qui précisent ces missions. Et il est important de préciser, dans le cadre notamment de la commission d'enquête d'aujourd'hui, que la justice des mineurs concerne à la fois les mineurs en danger, donc la justice civile dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, et elle concerne aussi les mineurs qui ont effectué des actes de délinquance, qui ont commis des actes de délinquance, donc la justice pénale. Et ces 2 champs d'intervention, contrairement à ce que l'on croit parfois, se croisent, ont de nombreux points communs, que la DPJJ a à cœur de rappeler avec constance, parce que ce que nous promouvons, c'est une conception large de la notion de protection de l'enfance qui englobe à la fois le volet pénal, mais aussi le volet civil, contrairement peut-être aux oppositions un peu caricaturales que parfois on veut bien donner, voilà, à la chose. Très rapidement, les missions de la PJJ sont régies par le décret du 9 juillet 2008, qui est relatif à l'organisation du ministère de la Justice et qui a lui-même été modifié en 2017. Et donc, elle a pour mission de concevoir les normes et les cadres d'organisation de la justice des mineurs en lien avec les directions compétentes. Elle garantit une aide aux décisions de l'autorité judiciaire, soit directement, soit par son secteur associatif habilité, et ça par le biais des mesures d'investigation que ces services exercent au civil
et au pénal. Elle assure aussi directement dans ses établissements et services la prise en charge des mineurs sous main de justice par le biais de mesures éducatives ou de peine que ces services exercent. Elle garantit à l'autorité judiciaire, par le contrôle, par l'audit, par l'évaluation, la qualité de l'aide aux décisions et celle de la prise en charge, quel que soit le statut des services et des établissements sollicités, puisque vous savez, il y a le secteur public, mais il y a le SAH aussi, le secteur associatif habilité. Quelque chose d'important qui a été affirmé par un décret de 2017, qui est qu'elle anime et elle contrôle l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance. Cette mission est d'autant plus essentielle que l'autorité judiciaire joue un rôle de plus en plus important en protection de l'enfance. Et puis, elle conduit la politique de formation, on a parlé de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, elle conduit la politique de formation qui est mise en œuvre par l'ENPJJ, qui est la seule école de l'État qui est spécialisée en protection judiciaire de l'enfance et de l'adolescence. Voilà un petit peu pour cette présentation des missions de la PJJ. Et ce sur quoi je voulais insister ce matin, c'est que, aux côtés des départements qui sont évidemment chefs de file en matière de protection de l'enfance, la direction de la protection judiciaire a un rôle important dans la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance, ce qu'on ne sait pas forcément. La PJJ joue d'abord un rôle en matière normative, puisqu'elle a piloté les travaux d'élaboration des dispositions qui relèvent de la justice des mineurs de la loi du 7 février 2022, enfin la loi Taquet pour aller vite, et qu'elle a rédigé le décret d'application du 2 octobre 2023 qui porte différentes dispositions en matière d'assistance éducative. Donc, rôle normatif important. Et puis, elle joue un rôle de pilotage et de gouvernance de cette politique publique, puisqu'elle participe à toutes les instances nationales et locales de gouvernance de protection de l'enfance, et ceci évidemment aux côtés des autres acteurs concernés, comme la DGCS, et comme les autres administrations centrales, les départements et les associations. Et puis, elle est directement concernée par le prononcé et la mise en œuvre des mesures en matière de protection de l'enfance, puisque, et vous le savez très certainement, elle est pourvoyeuse de plus de 80% des mesures en protection de l'enfance. Et donc, la DPJJ, et on peut le dire, au sein du ministère de la Justice, l'interlocutrice privilégiée des juridictions pour mineurs, avec lesquelles elle entretient un rapport très régulier sous différents formats. D'abord dans le cadre de la communication, deux sortes de communication, une communication descendante, puisque régulièrement on adresse aux juridictions des notes, des circulaires, communication descendante aussi par une newsletter qui est adressée très régulièrement aux magistrats de la jeunesse pour les tenir au courant de l'actualité en la matière. Et puis, on peut appeler ça une communication ascendante, puisque nous faisons remonter des tribunaux pour enfants en vertu de code de l'organisation judiciaire les rapports d'activité des tribunaux pour enfants chaque année, qui nous permettent de faire la synthèse de l'activité des juridictions pour mineurs, faire un état des lieux, de leurs difficultés, des évolutions qui sont susceptibles d'être suggérées. Donc, très important ce rapport d'activité dont nous faisons la synthèse, parce que ça couvre l'ensemble des tribunaux pour enfants du territoire national. Nous avons aussi des échanges directs avec les juridictions pour mineurs, puisque nous avons différents groupes de travail à la fois avec les magistrats du siège et les magistrats du parquet en la matière. Et puis, nous avons, et c'est important pour nous, un certain nombre d'événements nationaux qui nous permettent d'avoir ce lien direct avec les juridictions, qui sont maintenant intitulés les rencontres de la justice des mineurs. Et puis, nous, les services de la PJJ exercent aussi directement des mesures d'assistance éducative. Alors qu'il s'agisse de ce qu'on appelle, nous, des MJ, les mesures judiciaires d'investigation éducative, qui sont toutes exercées par la PJJ, secteur public, secteur associatif habilité. Nous exerçons aussi des AMO, les mesures d'aide éducative en milieu ouvert, mais ceci de manière plus résiduelle, notamment sur des publics un peu particuliers,
public très vulnérable, puisque nous avons une expertise reconnue pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés et pour les mineurs de retour de zone d'opération de groupements terroristes, où là, nous exerçons les AMO, mais comme je vous l'ai dit, de manière résiduelle, puisque c'est évidemment les départements qui sont à la manœuvre en la matière. Et puis, nous participons aussi à l'élaboration des grands plans nationaux en matière de protection de l'enfance. Je ne vous les citerai pas tous, mais le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, un certain nombre de plans nationaux où nous participons et où nous sommes contributeurs. Et puis, nous avons une mission partenariale importante, puisque nous travaillons étroitement en collaboration avec les acteurs qui agissent au service de la protection de l'enfance. Et nous œuvrons notamment pour soutenir les associations et les structures en protection de l'enfance et pour permettre évidemment aux services déconcentrés de bénéficier de leur action. Voilà, le rôle de la PJJ en matière de protection de l'enfance qui était, comment dire, assez... qui a toujours été présent, hein, mais qui a tendance à croître. Ce rôle eh bien, est affirmé par un certain nombre de textes, puisque si, à partir de 2010, la PJJ a recentré son action sur le champ pénal, s'agissant des missions qui sont exercées par les services déconcentrés, à l'exception, comme je vous l'ai dit, des MJ et des AMO et des mesures de protection judiciaire des jeunes majeurs, mais tout ça, c'est plus résiduel. Nous avons des textes nouveaux qui renforcent la compétence de la PJJ en matière de protection de l'enfance. J'ai cité précédemment le décret de 2017, qui est là pour nous permettre d'animer et de contrôler l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance. C'est important parce que ça nous donne une vraie compétence, un rôle clé dans l'animation de cette politique publique à l'égard des parquets, qui ont un rôle important à jouer en la matière. Et puis, nous avons un plan stratégique national que nous appelons le PSN, et qui est un document qui formalise les grandes orientations de la PJJ pour la période 2023-2027. Et le premier axe de ce plan stratégique national quinquennal, le premier axe, c'est l'affirmation de la place de la PJJ dans la coordination de la justice des mineurs. Une note d'orientation a aussi été publiée le 12 décembre 2023 qui réaffirme la place de la PJJ comme interlocuteur privilégié des juridictions des mineurs en assistance éducative comme au pénal. La meilleure preuve de la part croissante de la participation de la PJJ dans la politique publique de protection de l'enfance, c'est sa participation aux travaux actuels qui sont relatifs aux données statistiques en protection de l'enfance et aussi sa participation au groupe de travail État-département qui sont actuellement en cours et dont un certain nombre de groupes de travail sont copilotés, notamment aux côtés de la DGCS, par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est très important qu'on puisse y participer puisque la protection judiciaire est de plus en plus judiciarisée pour que le ministère de la Justice puisse donner sa vision des choses et que le dialogue entre les départements et l'autorité judiciaire puisse être approfondi pour le bien des enfants que nous prenons en charge. Voilà, je voulais assez rapidement et dans le timing que vous m'avez fixé faire un petit panorama des missions de la PJJ en matière de protection de l'enfance. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Un grand merci pour ce respect parfait du timing. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure pour ses observations et questions. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Donc, je suis ravie. Alors, moi, je ne suis pas sûre de respecter le timing aujourd'hui parce qu'en fait, vous avoir à nos côtés dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est très important. Et en tant que rapporteur, j'ai plusieurs vraiment points à aborder avec vous. Tout d'abord, quand on regarde, moi, je me félicite que là, il y a un focus, il y a cette commission d'enquête, mais il y a la DDE aussi qui fait un travail autour de la protection de l'enfance au sens délégation aux droits de l'enfant qui fait des auditions sur ce sujet. Il y a le Sénat, le président du Sénat, à la demande d'un groupe politique qui a mobilisé le CESE dans ses prérogatives. Donc le CESE fait aussi une
un rapport sur la situation de la protection de l'enfance. Et on voit bien qu'il y a donc l'ensemble de nos parlementaires qui sont mobilisés autour de ce sujet et l'institution du CESE. Tout ça montre que malheureusement, après les lois de 2016, le travail qui avait été engagé un petit peu avant, hein, parce que du coup, au moment avant la vote de la loi, il y a le travail qui a été fait. Donc de 2014 à 2024, il y a 2 textes majeurs, 2016 et 2022. Je sais que vous y avez beaucoup contribué. Et la réalité, c'est que sur le terrain, la situation, et que vous connaissez, bien sûr, puisque je le sais par avance, par mon autre histoire dans le Val-de-Marne, où j'ai toujours très, très bien travaillé avec la DPJJ. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, 10 ans après, malgré toutes les avancées, il y a un choc, y compris de ressources humaines, et puis une montée qui est faiblement analysée en France parce qu'on dispose de peu de recherches, mais une situation qui peut être dans certains territoires assez catastrophique de sureffectifs ou de mesures non exécutées, dont je crois, en tout cas, nous allons recevoir aussi bien sûr des syndicats de magistrats dans la diversité des représentations des uns et des autres pour qu'on ait aussi cet éclairage. C'est une situation, en fait, et c'est l'idée, hein, c'est que cette commission d'enquête, si elle précise les manquements en politique publique, c'est qu'à un moment donné, c'est une occasion, je pense, non pas d'être contre les uns et les autres, mais bien de humblement trouver ce qui ne va pas dans le fonctionnement, et tout ne vient pas des départements. Et si je le dis, c'est avec une double casquette. C'est mon casquette de députée d'aujourd'hui et de vice-présidente d'hier d'un département comme celui du Val-de-Marne de plus d'1 million d'habitants. C'est pas simplement... quand vous exercez, par exemple, je regardais les tableaux et ça m'avait beaucoup interpellée. Il y a 121 306 mesures d'AEMO qui ont été prononcées quand je regarde le tableau de l'adresse du 31 décembre 2022. Si on regarde 121 306 mesures d'AEMO, de mon expérience, et c'est pour ça que vraiment j'ai envie qu'on prenne le temps d'échanger, de mon expérience, tout d'abord, le département paye, mais a très peu de vues. Donc, rien qu'à l'époque, pour prendre un exemple très concret, j'aime bien les choses concrètes, moi, ça me coûtait, au sens budgétaire, 8 millions d'euros à l'époque, rien que sur le Val-de-Marne, sur lequel je n'avais aucune visibilité. Par contre, oui, je l'avais dans le budget. Et il a fallu qu'on fasse tout un travail pour savoir que ça coûtait 8 millions d'euros. L'efficacité, je vous dis franchement, je ne la voyais pas. On avait des éducateurs dans les associations habilitées, que je ne remets pas en cause, mais qui pouvaient avoir une visite par mois sur un jeune. Parfois, la visite par mois ne se faisait pas, c'était un coup de fil. Et l'avantage d'être une élue territoriale, c'est que je mettais parfois des noms et des visages sur les enfants, puisque des familles avaient pu nous solliciter et nous les recommander vers, évidemment, la prise en charge la mieux pour l'enfant. Si je vous dis ça, c'est que d'un côté, je n'ai pas le budget de ce que coûtent les 121 306 AEMO qui sont prononcés en 2022, au sens budgétaire. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est que les jeunes aient un parcours accompagné de la meilleure manière possible. Donc on sait qu'aujourd'hui, avec la situation de tension maximum, c'est très difficile. Mais j'ai observé aussi que les AEMO, et c'est pour ça qu'on avait fait un appel à projet d'ailleurs pour renouveler les AEMO renforcés, parce qu'en fait, ça ne donnait pas, elles étaient renouvelées de manière éducative, et la réalité très concrète, c'est que souvent, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 renouvellements, sans qu'on ait une vue dessus, et, in fine, une OPP parquet pour que la personne se retrouve au plus mal. Et j'ai souvent, vous savez, quand vous êtes élu, vous n'avez pas accès au quotidien des enfants, au sens de la vie, de leur parcours. Et quand on a eu des soucis, y compris sur des jeunes pour lesquels on s'inquiétait en termes de prostitution, je sais aussi que vous suivez ce sujet-là, eh bien, je demandais à ce qu'on me sorte, de manière secrète et partagée, l'ensemble du dossier de l'enfant. Depuis le départ, il était suivi en protection de l'enfance au sens administratif, AEMO, retour dans la famille, etc. Et en fait, tout ce dispositif qui avait été mis autour de l'enfant faisait qu'à l'âge de l'adolescence, au moment où il arrivait en OPP parquet, on avait, nous, en tout cas,
la volonté de l'accompagner, mais le mal de la construction de l'enfant était terrible. Et les éducateurs pas armés pour ce genre de situation. Et je ne vous cache pas que quand moi j'ai pris cette délégation en 2011, en 2000, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2010, il y avait la fin de la prise en charge éducative de la PJJ. Je ne connaissais pas, je ne suis pas une professionnelle du secteur, je ne connaissais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était dénoncé par l'ensemble des éducateurs. Et que je crois que, alors je vous le dis, je ne le cache pas, c'était, tout le monde disait, mais on accueille des enfants qu'on n'a pas à accueillir en protection de l'enfance. À l'époque, c'était ce qu'on me disait. La PJJ s'est retirée au sens éducatif, et du coup, on se retrouve avec des jeunes dont je dirais, en tout cas pas ici, les problématiques que l'on avait, mais ça pouvait aller sur des choses d'agression sexuelle. Je n'en dirai pas plus. Et donc tout le monde, les éducateurs de l'époque, qui avaient plus d'expérience parce qu'ils étaient des anciens éducateurs, trouvaient bien évidemment que tout ça ne dysfonctionnait. Et parfois, on avait aussi des mesures éducatives qui étaient faites au sens PJJ du terme, donc dans le cadre de vos nouvelles fonctions après 2010, qui s'étaient recentrées. Et les éducateurs ne se parlaient pas. Entre une mesure ASE et une mesure PJJ, parfois on suit le même jeune, il est suivi par plusieurs services et personne ne se parle. Comment on peut y arriver en fait? Donc je crois que il y a vraiment, et j'aime vraiment avoir, souhaite vraiment, parce que nous sommes une commission d'enquête, que vous puissiez éclairer l'ensemble de ces dysfonctionnements qui aujourd'hui, et je le regrette, perdurent. Donc nous, on avait trouvé à l'époque une manière de faire. C'était Catherine Mathieu, que vous imaginez, vous connaissez bien. On avait fait un protocole. Alors, ma première question, enfin, parmi les questions, c'est évidemment de savoir si des protocoles PJJ départements existent et qui ont donné des très, très bonnes choses. Et on a su s'aider. Quand vous aviez des soucis, vous saviez venir vers nous, protection de l'enfance. À l'inverse, la protection de l'enfance savait venir vers vous sur des situations très complexes. Si je vous dis ça, c'est est-ce que ce genre de protocole existe à l'échelle de l'ensemble des départements de France et d'outre-mer? Et est-ce que ce n'est pas la bonne manière de travailler ensemble, au-delà d'avoir des appels à projets que parfois nous faisons communs en matière d'AEMO où nous siégeons ensemble? Donc, il y a trop de silos dans nos administrations. Et la culture commune qu'on a su développer, mais qui est souvent la volonté de deux rencontres, en l'occurrence, j'avais cité Catherine Mathieu et moi-même, mais ce n'est pas ça la politique. La politique, on la veut à l'échelle de tous les enfants en France, pour les accompagner de la meilleure manière. Et surtout, on ne peut pas avoir une vision qui est AEMO, qui indique simplement au département, sans aucune visu, qu'il va faire 200 000 AEMO sans recherche, sans savoir ce qui se passe dans le territoire, sans savoir la question budgétaire, et simplement juste on est financeur. Ça, je pense qu'il faut sortir de cette situation. Ça ne peut pas être ce travail-là qui donne de bons résultats. Et je me suis vraiment navrée qu'à 10 milliards d'euros d'investissement, moi je dis investir dans l'avenir, c'est investir l'enfance. Et donc du coup, cet investissement en milliards d'euros, pour les auditions que nous faisons en ce moment, et avec les recherches et les neurosciences, on sait qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont, pour certains, en tout cas dans les analyses qui sont faites et recherches cliniques à l'international, c'est des capacités de 20 ans de vie en moins. C'est 38 milliards de dollars par an de coûts pour la société française au sens de maladie, de prise en charge, de l'enfant devenu adulte, parce qu'en fait, on ne va pas être très longtemps un enfant. Et j'ai vraiment besoin, compte tenu que vous êtes un acteur important, d'une, que vous puissiez nous dire ce qui se passe dans les territoires de votre visu à vous. Comment les partenariats sont mis en place? Qu'est-ce qui freine? On cherche les manquements des politiques publiques, pas à dire celui-ci est coupable. Trouver les solutions. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire 10 ans de politique de la protection de l'enfance, à participer à toutes les réunions et se dire 10 ans plus tard, c'est une catastrophe. Les enfants, quand ils sortent, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir vos chiffres de la PJJ au sens pénal du terme, c'est quoi leur avenir en fait? Les diplômes, ils en ont peu. Les sorties, elles sont très difficiles. Le nombre de fois où la PJJ, à l'époque,
m'a demandé de les aider sur des jeunes majeurs parce que vous n'aviez pas de possibilité, vous, d'accompagner des jeunes majeurs. Donc, ils revenaient dans le lien avec nous en protection de l'enfance pour les accompagner dans la majorité, et alors qu'ils sortaient de vos services. Le nombre de fois où des jeunes, sur les retours les problématiques que nous avons rencontrées autour des retours de Syrie, les enfants que nous avons rencontrés au niveau de la radicalisation, où vous nous avez demandé à nous de charger et de prendre en charge à plusieurs, bien sûr. Il y avait parfois 5 services autour d'un enfant. Mais 5 services autour d'un enfant qui était une jeune fille enceinte, auquel vous ne pouviez pas la conserver parce que vous n'aviez pas de service sur ce secteur-là. En fait, c'est l'ensemble de ces fonctionnements, dysfonctionnements, font qu'il faut une volonté de faire à l'échelle d'un territoire pour arriver à trouver les solutions ensemble. Et moi, je suis très intéressée pour avoir, parce que nous sommes en commission d'enquête, d'avoir votre visibilité. Et je vous les ai livrés en toute franchise ce que je pense, avec beaucoup de respect, parce qu'il y a des très belles expériences. Tout d'abord, vos éducateurs sont des gens formidables que j'ai pu rencontrer pour beaucoup. Il y a aussi, on s'est beaucoup servi des restaurants d'application, qui sont des très très belles, que je recommande, parce que c'est très très utile. Et on avait le vôtre, enfin les vôtres, mais on avait aussi ceux des apprentis d'Auteuil, qui sont des belles... oui, des belles expériences qui permettent à des jeunes dans leur parcours d'avoir capacité à retrouver un cadre. Donc du coup, des choses et des expériences, des visites. Vous faites les portes ouvertes de la PJJ, qui sont évidemment, et j'invite évidemment tous les élus dans leur territoire à y participer, parce qu'on se rend compte réellement de l'action des uns et des autres. Mais trop en silo. Ça ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Et les normes... Je voudrais aussi savoir si, par exemple, nous n'avons pas... On lutte sur les normes, et ça fait partie des recommandations. Tant les pouponnières, on n'a pas de normes, enfin des anciennes normes de 1974 qui me choquent, mais aussi vous n'avez pas de normes dans nos établissements. J'aimerais savoir si la PJJ, parce qu'en fin de compte, même avec mon expérience, je ne le sais pas, est-ce que vous avez des normes d'encadrement au sein des foyers que je connais pour certains, sur lequel je ne parle pas des centres éducatifs fermés, je parle bien des foyers. Mais je vous ai dressé ce tableau parce qu'en fait, je veux vraiment que cette commission d'enquête, elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, il faut que chacun regarde de sa fenêtre et donne envie de travailler ensemble. Et je crois que c'est essentiel. Si je vous dis ça pour finir, c'est qu'en fait, il y a de nombreuses, évidemment, autres questions. Mais j'ai voulu vous dresser un peu un tableau pour vous dire avec beaucoup de sincérité qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que derrière, ce sont des vies d'adultes. Et que nous, quand on reste dans nos territoires de longue date ou qu'on y est de longue date, honnêtement, on les voit plus tard. Et on met 10 milliards, ne serait-ce que pour la protection de l'enfance. Je ne connais pas les chiffres sur la PJJ, je serais intéressée. Nous, on dit 10 milliards. Est-ce que vous, c'est une somme sur laquelle vous pouvez nous l'indiquer? Voir que parfois dans les budgets, ici, à l'Assemblée, nous, on se bat pour ces sujets-là et on essaye de faire avancer les budgets et que ce n'est pas la priorité. Moi, je dis juste stop. En fait, il faut trouver les solutions que ces enfants aient un meilleur avenir. Et il faut commencer le plus tôt. Donc, avec tout ça, je vous laisse me dire un peu des chiffres, des budgets, ce que vous mettez en place, parce que je crois que vous avez, et c'est bien, quelqu'un qui est là et qui se charge des relations avec les territoires, donc qui pourra peut-être nous dire le nombre de protocoles. Je ne parle pas de la réunion une fois par an de l'ONPE et des nouveaux 10 sites de manière... de la loi de 2022. Et voilà, je ne parle pas de ça. Je parle du concret sur le territoire, comment ça fonctionne. Est-ce que les liens sont comme les protocoles que j'avais pu faire? Parce que ça aussi, ça pourrait être tout à fait une bonne pratique qui serait donnée. Les réunions une fois par an, ça ne change rien à la vie de ces enfants. Donc du coup, c'est vraiment le travail main dans la main que nous pouvons faire ensemble qui est utile. Et puis pour finir, je sais aussi que vos budgets sont très minces, parce que vos budgets ne sont pas à la hauteur de l'ambition, en tout cas, et je le dis, d'autant plus que très concrètement, c'était pour l'exemple que je connais là aussi de terrain, c'est que c'est nous qui avons financé une grande partie de l'école de la PJJ au sens pour les enfants, puisqu'il n'y avait qu'à l'époque un vieux tableau noir avec une craie. Autant vous dire que les jeunes de la PJJ n'étaient pas très intéressés
par les cours du professeur, parce qu'ils ont beaucoup de mal avec l'école. Et on a pu, à l'époque, leur faire le tableau numérique et plein d'innovations à l'intérieur de cette école pour les enfants qui étaient dans vos mesures pour les aider. Et ça, c'était pas des financements qui étaient prévus, mais on l'a fait dans un espèce de partenariat que nous souhaitions à l'époque avec Catherine Mathieu, extrêmement important. Voilà, pour vous donner quelques exemples d'une réalité concrète et sur lequel moi j'attends des réponses à l'échelle nationale dans une commission d'enquête. Voilà, merci beaucoup et en tout cas je vous laisse la parole. Je m'excuse auprès de mes collègues parce que j'étais un petit peu longue, mais en tant que rapporteur et avec cette expérience, j'ai vraiment envie de profiter de votre présence pour vous dire que voilà, on attend beaucoup de cette commission d'enquête. En restant humble, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà, merci. Merci Madame la rapporteure. Je ne viendrai pas dire que tout fonctionne pour le mieux dans le meilleur des mondes en la matière. Et comme vous, on fait un constat de travail en silo par les différents acteurs de la protection de l'enfance. On note une insuffisante articulation entre les différents acteurs du champ de la protection de l'enfance. Et voilà, nous, on relève un certain nombre de signes très clairs de cette insuffisante articulation. Quelque chose que vous savez, qui est bien évidemment le non-respect du principe de subsidiarité, qui est quelque chose normalement de fondamental. Et donc on est sur un excès de judiciarisation en matière de protection de l'enfance. Ça, c'est quelque chose que l'on constate et qui va à l'encontre de ce qui avait été prévu au départ. L'autorité judiciaire en matière de protection de l'enfance ne devait intervenir que de manière résiduelle. Et comme je le dis, j'ai rappelé le chiffre tout à l'heure actuelle, on est à plus de 80% de décisions judiciaires en matière de protection de l'enfance, ce qui fait qu'on peut comprendre après les conséquences et sur le fonctionnement de la justice, mais aussi dans la prise en charge des mineurs que nous cherchons à protéger. Évidemment, les délais de mise en œuvre, vous en avez parlé, délais de mise en œuvre et, dans le pire des cas, inexécution des mesures qui ont été ordonnées par l'autorité judiciaire. Et là, on s'aperçoit vraiment que c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça induit des comportements qui consistent en réalité, parce qu'on n'arrive pas à faire exécuter un certain nombre de mesures judiciaires par les territoires, eh bien, à demander demander en réalité à la PJJ des mesures d'investigation éducative pour être sûr que des éducateurs vont aller dans les familles et vont suivre ces mineurs qui, sinon, ne seraient pas pris en charge parce que les délais d'exécution des mesures sont trop importants. Donc, des effets collatéraux, si je puis dire, qui sont difficiles à prendre en charge et que nous dénoncent très régulièrement les magistrats des mineurs. Autre insuffisante articulation, évidemment, les places pour accueillir les mineurs, qui posent énormément de problèmes lorsqu'il s'agit de déterminer quelle décision va être prise par l'autorité judiciaire, placement, suivi en milieu ouvert. Là aussi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, alors l'autorité judiciaire est amenée à prendre des décisions qu'elle ne prendrait pas forcément s'il y avait un nombre de places suffisant. Et puis alors, mais vous le savez certainement, le manque criant de statistiques qui puissent nous permettre d'avoir une visibilité de l'efficacité de cette politique publique. Une politique publique, elle suppose évidemment qu'on puisse suivre ce qui se passe, mettre en place un certain nombre d'indicateurs de performance, et nous n'avons pas de statistiques uniformisées en la matière. D'un côté, les statistiques des départements, qui en plus ne sont pas harmonisées entre les départements, et sans interopérabilité avec les statistiques du ministère de la Justice, qui en matière de protection de l'enfance sont aussi très limitées. On a un logiciel qui s'appelle Parcours, que nous mettons en place à l'heure actuelle, que nous déployons à l'heure actuelle et qui, on l'espère, va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité en la matière. Mais le déploiement se fait sur un nombre d'années quand même assez important. C'est toute une refonte du champ de la remontée des données. Et évidemment, on est aussi dépendant des crédits qui nous sont alloués en la matière. Donc, comme vous,
on note un fonctionnement en silo, une insuffisante articulation des acteurs. Et puis, autre chose qui nous pose énormément de problèmes et qui touche à la fois, évidemment, les départements et la protection judiciaire de la jeunesse, c'est la crise de l'attractivité des métiers. On sait que dans la filière la filière socio-éducative, on n'arrive plus à recruter. Que ce soit du côté du département, mais aussi du côté de la PJJ. On ne sature plus nos concours. Et donc, on recrute des contractuels qui ne sont pas formés, comme des titulaires qui passent à la PJJ aussi. Et de plus en plus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au niveau national, on a 22% de contractuels, et dans certains territoires, et notamment dans le domaine de l'hébergement, qui est le domaine plus difficile, celui où les jeunes sont difficiles à prendre en charge, et qui suppose donc des personnes formées, aguerries, on arrive à 40-45% de contractuels, ce qui est énorme et qui n'est pas du tout satisfaisant. Donc ça, c'est une réalité qu'on constate aussi à la PJJ. Et donc, c'est un risque en réalité. C'est un risque pour les mineurs, parce qu'il faut qu'il y ait un socle commun de connaissances qui est indispensable pour pouvoir prendre en charge de manière qualitative les mineurs qui nous sont confiés, sachant que ces mineurs, et vous le savez très certainement, présentent de plus en plus des troubles mentaux, ont de plus en plus de problèmes de santé, d'addiction, etc. Et donc, il faut vraiment des professionnels aguerris pour pouvoir les prendre en charge dans des bonnes conditions et mettre en place un parcours qui puisse un peu ouvrir le champ des possibles pour ces mineurs. Donc voilà, le constat, nous le partageons. Et évidemment, je vais tout à fait dans votre sens, Madame la rapporteure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez raison, il ne suffit pas d'aller dans des commissions, même si c'est important qu'on soit dans la gouvernance nationale des dispositifs en question. C'est important qu'on soit dans ces différentes instances parce qu'il faut que l'État y soit. Mais ça ne suffit pas. Il y a au niveau national et au niveau local, et moi je suis comme vous, je pense que c'est au niveau local qu'on peut faire avancer les choses. Et nous, on essaie d'être présents par nos services déconcentrés au niveau local. On cherche à mettre en place une impulsion, à dynamiser la présence de l'État dans les services, sur les territoires. Et c'est pour ça qu'on pousse beaucoup un certain nombre d'instances qui sont des instances opérationnelles. Les instances quadripartites. C'est là où on peut faire un état des lieux avec les départements, avec les magistrats du siège, avec les magistrats du parquet et la PJJ, bien sûr. C'est là qu'on peut faire un état des lieux, qu'on peut se fixer des objectifs communs, notamment sur les délais d'exécution des décisions de justice, sur un certain nombre on peut le dire, de dysfonctionnements qui vont permettre d'avancer en la matière. Donc, nous, on pousse beaucoup sur ces instances quadripartites. Elles n'existent pas partout, elles sont un peu à la volonté des départements. Il y a des départements qui sont talents, des départements qui ne le sont pas. Nous, on souhaite, on est en train d'élaborer un décret qui institutionnalise ces instances quadripartites de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose de facultatif, au bon vouloir des départements. Que ça puisse être mis en place et que systématiquement, de manière régulière, ça puisse se tenir. Nous, dans le cadre des notes que nous avons diffusées à nos services et que nous avons aussi diffusées à l'autorité judiciaire, on préconise que ces instances quadripartites soient vraiment c'est opérationnel, hein, c'est pas juste quelque chose de formel, une grand-messe, pas du tout, c'est purement opérationnel. Ces instances quadripartites, nous on y croit. Et on pousse pour qu'elles soient tenues régulièrement. On préconise qu'elles soient tenues 4 fois par an, chaque trimestre. Mais quand on voit sur le terrain, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Donc on veut institutionnaliser les choses et faire en sorte que là, ça puisse se mettre en place de manière régulière et non pas de manière facultative. Vous avez parlé tout à l'heure des CDPE, des comités départementaux de protection de l'enfance. On pourrait croire que c'est un gadget, que c'est quelque chose qui vient en plus. À l'heure actuelle, ça s'est mis en place à titre expérimental dans 10 départements. Vous pouvez citer les 10 ? Alors, est-ce que vous les connaissez ? S'il vous plaît.
D'avoir les précisions. Ces CDPE, c'est aussi quelque chose à quoi on croit au niveau départemental, parce que ça associe les acteurs des commissions quadripartites, mais c'est présidé par le préfet et président du conseil départemental, avec un certain nombre d'acteurs du champ de la protection de l'enfance. Il y a aussi les ARS dans ce comité départemental. Et Dieu sait si on a besoin d'avoir un lien avec les ARS, notamment pour prendre en charge, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui relève du champ des addictions, de la santé mentale, et qu'on puisse, dans le cadre de ces instances, avancer notamment sur ce champ-là, en présence des ARS. Donc voilà, sur le plan local, ce qu'on pousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On aimerait bien d'ailleurs, pour revenir au CD, enfin comment dire, on aimerait bien unifier un certain nombre d'instances locales. Il y a les observatoires départementaux de protection de l'enfance. Si on pouvait les unifier avec ces CDPE, ce serait bien aussi pour avoir une vision un peu plus lisible de la gouvernance de ces instances. Donc sur le terrain, nous on préconise que effectivement ces instances opérationnelles soient menées régulièrement en présence de l'ensemble des acteurs, département, État et justice, de manière à ce que chacun ne reste pas dans son coin à déplorer que ça se passe mal du côté de l'autre acteur, mais qu'on partage les constats et qu'on avance. Bon, voilà un petit peu ce à quoi on pousse sur le terrain, et nos services déconcentrés sont vraiment à la manœuvre pour obtenir que ces instances se tiennent. Oui. Merci. Oui, juste pour répondre à quelques questions. D'accord. Oui, bien sûr. Excusez-moi, juste savoir le budget. Parce que vous dites juste dans les réponses. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez le budget des AEMO à l'échelle nationale, c'est-à-dire les 121 306? Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de l'enjeu sur, on dit 10 milliards. Dans ces 10 milliards, il y a une partie, mais je ne sais pas si vous le connaissez. Non, nous ne le connaissons pas. D'accord. Ne serait-ce que parce que nous avons peu, et on ne le connaît pas, parce que même on a peu de retours de la part des départements sur la question. Non, mais c'est ça qui est important. Et l'autre question... Oui. Et l'autre question, c'était le budget de la PJJ au sens national, et ensuite comment c'est un peu réparti dans les territoires. Voilà, je voulais juste voir ces petites précisions pour la commission d'enquête. Merci beaucoup. Alors, on vous donnera évidemment le détail des budgets, mais pour rester sur quelque chose de très global, on a un budget de près d'1 milliard qui se décompose évidemment en deux choses. Le titre 2, tout ce qui concerne les dépenses de personnel, et ce qui concerne les crédits de fonctionnement. Ça se répartit à peu près à part égale, sachant que dans ce milliard, il y a tout ce qui concerne les contributions sociales, qui sont le paiement des retraites des personnels PJJ, qui prennent une part qui n'est pas le budget au sens, opérationnel du terme. Voilà. On est sur cet ordre de grandeur, sachant que, pour que vous ayez un petit peu une vision globale des choses, à l'heure actuelle, à la PJJ, on est sur le financement d'à peu près de 60% des mesures au pénal et d'à peu près 40% des mesures au civil. MJ et autres. 40%, c'est le domaine de l'investigation. Sachant que dans le domaine de l'investigation, il y a le civil et il y a le pénal. Il y a les deux. Voilà. Merci. On va passer donc aux questions de nos collègues députés. Pour l'instant, j'ai Madame Rouleau, et puis ensuite, D'accord. Madame Rouleau, vous pouvez commencer. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre exposé très clair. En introduction, je suppose que c'est vous justement qui avez été à l'origine de la conférence qui avait été faite à Meaux par le biais du parquet sur les violences sexuelles faites aux mineurs.
J'ai assisté parce qu'à l'époque, j'étais encore avocate et donc j'ai été informée. Et je ne le suis plus aujourd'hui. Et justement, je pensais que ce genre de conférence pourrait peut-être aussi être diffusé aux parlementaires que nous sommes, sénateurs, députés, parce que ça a un intérêt justement d'assister à ce genre de conférence. Elle était particulièrement bien faite. J'en arrive... Merci pour mes services qui ont organisé... Ah oui, vraiment, j'ai appris plein de choses et puis en plus c'est motivant. Alors, j'en arrive à ma question principale. J'en ai plusieurs, mais elles seront précises. Ma question principale, que j'ai posée à d'autres auditions et je n'ai pas eu la réponse. Je voulais savoir, peut-être pourrez-vous déjà amorcer un embryon de réponse, pourquoi ? Et je pense à un cas qui s'est passé en Seine-et-Marne, d'un enfant qui a été mis dans une machine à laver à l'âge de 3 ans. Vous connaissez certainement le cas du petit Bastien, qui a fait l'objet, d'après ce qu'on dit, de 9 signalements et de 3 informations préoccupantes. Et j'ai appris aussi que, par exemple, il se trouvait quelquefois sur le balcon en train de pleurer, tout nu. Voilà. Comment ça se fait que la PJJ n'ait pas été informée, n'a pas réagi ? Enfin, comment ça se fait que ce petit ait fini par se retrouver mort dans une machine à laver ? Si ça n'avait pas été là, ça aurait été de toute façon, parce que ça faisait 3 ans qu'il subissait des maltraitances. Voilà, la défaillance. Donc ça, c'est ma question principale. J'ai des petites questions assez précises. Ne pensez-vous pas qu'on devrait faire de la protection de l'enfance une priorité nationale ? Ne pensez-vous pas que les parlementaires devraient être invités à certaines instances ou éventuellement avoir un droit de visite dans les établissements qui accueillent des enfants ? Donc, plus de visibilité pour les parlementaires que nous sommes. Ne pensez-vous pas que... Alors, je pense que vous allez me répondre non à cette question, mais que justement... vos services ne devraient pas être scindés en deux entre les mineurs délinquants, qui sont tout autant protégés, et les autres, pour plus d'efficacité. Et avoir des budgets peut-être justement différents, adaptés. Enfin, comment expliquez-vous que les décrets qui devaient paraître après la loi Taquet 2022, pour la plupart, alors je ne me souviens plus, je crois que c'était 15 qui n'avaient pas été encore pris. Comment expliquez-vous cela ? Et je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Merci. Pour vous répondre sur la première question, pourquoi est-ce que la PJJ n'est pas intervenue dans le cas de cet enfant qui a subi un sort dramatique parce que les signalements n'ont pas abouti ? Je ne peux pas vous répondre sur ce cas précis. Hein. Je ne sais pas quelle a été, s'il y a eu une procédure de signalement ou pas. Je voudrais juste dire que la PJJ n'intervient qu'en aval du dispositif. En réalité, c'est la cellule de recueil la CRIP, voilà. C'est la CRIP en réalité qui normalement émet les signalements à partir des remontées qui lui arrivent. Alors il arrive parfois que les parquets aussi soient destinataires d'un certain nombre d'informations préoccupantes et qu'à la suite de ça, elles saisissent l'autorité, enfin elles saisissent le juge des enfants pour qu'une mesure de protection soit prise. Mais ce que je peux dire, c'est que la PJJ, elle est là pour mettre en œuvre des décisions de justice. Elle est en aval du dispositif, elle n'est pas en amont. Mais quand même, précisément pour qu'il y ait une meilleure qualité des signalements, alors nous avons mis en place un dispositif. Nous détachons des éducateurs de la PJJ au sein des CRIP pour harmoniser le dispositif de signalement et faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de ce qui est transmis à l'autorité judiciaire pour qu'elle-même puisse prendre des mesures en charge. Donc nous arrivons en aval, mais on essaie aussi d'être présent en amont, notamment dans le cadre de cette expérimentation de présence d'éducateurs PJJ formés qui sont là auprès des personnels du département pour harmoniser les signalements et faire en sorte qu'il y ait des signalements de qualité qui soient pris en compte et qui donnent lieu à une intervention rapide
notamment des autorités judiciaires, puisque c'est le rôle de la CRIP, c'est de trier en quelque sorte, et soit on adresse au département dans le cadre d'une mesure administrative, soit bien sûr on adresse à l'autorité judiciaire qui doit très rapidement intervenir pour éviter des situations dramatiques comme celle que vous avez indiquée. Voilà un peu l'intervention de la PJJ par rapport à ça. Malheureusement, nous ne sommes avisés que après. Et donc la PJJ n'est pas, comment dire, au début de la chaîne de signalement, même si, et j'insiste là-dessus, nous faisons en sorte régulièrement de diffuser auprès de nos services déconcentrés les numéros d'appel pour que puissent être faits des signalements, notamment dans le cadre des violences faites aux enfants, d'agressions sexuelles, etc. Donc nous essayons aussi d'avoir un rôle d'information et de présence pour que, effectivement, lorsque des violences sont constatées, lorsque des violences sont exercées, de manière à ce qu'on puisse être avisé, et notamment que l'autorité judiciaire puisse prendre les choses en main. Voilà. Je me pose la question, comment cela a-t-il pu arriver? Ma question, je répète, n'était pas vous sur vous. Vous avez peut-être une réponse, comment cela a-t-il pu se produire? Puisque apparemment, il y avait quand même eu 9 signalements et 3 informations préoccupantes. Avez-vous une idée du dysfonctionnement qui a pu se produire ou pas? Vous n'avez peut-être pas d'idée sur ce qui s'est passé en l'occurrence et qui doit se passer ailleurs. Je parle du Petit Bastien, mais malheureusement, il doit y avoir d'autres cas. C'est toujours difficile de répondre sur une situation déterminée parce que ça mérite ce qu'on appelle un rétex. Savoir là où ça a dysfonctionné. Pourquoi est-ce que l'articulation ne s'est pas faite? J'espère qu'à la suite d'une situation dramatique comme celle-là, un retour d'expérience a été fait pour déterminer là où ça n'a pas fonctionné. Est-ce que la CRIP a été saisie? Est-ce que l'autorité judiciaire a été saisie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de prise en charge? Pourquoi est-ce que pourquoi les mesures adéquates n'ont pas été prises et qu'on aboutit à cette situation déplorable, dramatique? Voilà, j'ai un peu de mal à vous répondre sur cette situation donnée, mais on revient toujours à la mauvaise articulation entre les différents acteurs de la protection de l'enfance, et c'est vraiment quelque chose sur quoi on doit travailler. Vous m'avez posé d'autres questions. Est-ce que la protection de l'enfance ne doit pas être une priorité nationale? Bien sûr, j'en suis bien convaincue. Et je crois que les pouvoirs publics en sont un peu plus convaincus, puisque quand même, à l'heure actuelle, nous avons des groupes de travail qui ont été initiés, qui ont été mis en place, auxquels nous participons et dont j'espère qu'on aura des résultats qui permettront de mettre en place un certain nombre d'actions. On croit beaucoup à ces groupes de travail qui cherchent à permettre d'avancer notamment sur l'articulation ASE-PJJ, qui est très importante. Vous disiez, ce serait bien que les parlementaires soient plus présents dans les établissements. Ils le sont. Ils ont la possibilité maintenant, voilà, d'accéder à un certain nombre d'établissements, de faire des observations. Et puis, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, on fait régulièrement des opérations portes ouvertes à la PJJ. On invite les parlementaires pour venir voir comment nous fonctionnons au sein des établissements, que ce soit milieu ouvert ou que ce soit l'hébergement, pour que vous voyez comment on fonctionne. Et on a un certain succès en la matière. Les élus sont intéressés à venir voir comment on travaille. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est important que les parlementaires puissent être conviés et puissent voir ce qu'on y fait. Vous disiez, c'est dommage qu'il puisse y avoir une scission entre les mineurs délinquants. Alors, comme je l'ai rappelé, depuis 2010, la PJJ a dû se recentrer sur le champ pénal en la matière, donc sur les mineurs délinquants, mais nous intervenons par le biais des MJ aussi, les MJ civils, sur ce qui concerne le champ propre de la protection de l'enfance. Et je peux dire que
nos éducateurs, nos professionnels sont très intéressés à rester et à conserver une expertise en la matière. Les décrets après la loi Taquet, je vais demander à mes services, mais il me semble que l'ensemble des décrets qui nous appartenaient, PJJ, voilà, ce qui relevait de la PJJ, ça a été pris. Merci pour vos réponses. Monsieur Roux, vous aviez une question. C'est bon. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames. L'aide sociale à l'enfance aujourd'hui repose à 90% sur des mesures judiciaires. La judiciarisation que vous avez qualifiée d'excessive, Madame Nizan, de l'aide sociale à l'enfance a paradoxalement entraîné une insécurité juridique croissante pour les enfants concernés. Ainsi, face au manque de place dans les établissements d'accueil, 77% des juges aux affaires familiales ont déjà renoncé à demander un placement de l'enfant. On arrive ainsi à des situations qu'on pourrait qualifier d'insensées de placement à domicile auprès de parents pourtant défaillants, voire violents. D'autres décisions de placement actées par le juge ne sont, elles, pas appliquées, ce qui peut mener également des situations dramatiques, alors que 34% des enfants décédés sous les coups de leurs parents vivaient dans une famille connue par l'ASE. Comment pouvons-nous résoudre cette situation et pallier le manque d'avocats chargés de veiller au respect des droits des enfants concernés pendant la procédure, ainsi que durant l'intégralité de leur placement? Les associations plaident en faveur de la désignation obligatoire d'un avocat qui puisse s'assurer de la défense des intérêts des enfants et de l'exécution des décisions, avec notamment la présence d'un greffier pendant l'audience. Qu'en pensez-vous? Et puis j'ai également une question, nous avons abordé déjà le sujet concernant le proxénétisme au sein des foyers. Sur ces 5 dernières années, il a été observé une augmentation de 62% des signalements pour proxénétisme sur mineurs. Ce sont les jeunes filles placées, les enfants non accompagnés qui sont principalement touchés et qui représentent 70 à 80% des victimes. Donc, comment pouvez-vous expliquer qu'autant d'enfants placés se prostituent? Quels sont les contrôles au sein de l'ASE pour lutter contre le proxénétisme et l'enrôlement dans des réseaux de manière plus générale? Est-ce que les professionnels sont suffisamment formés sur la question? Et lorsque une victime est identifiée, quelles mesures sont alors mises en place? Je vous remercie. Alors, vous me pardonnerez si j'oublie des questions que vous avez posées. N'hésitez pas à les reposer. J'en viens aux avocats. Évidemment, dans le cadre des rapports qui nous sont faits par les juridictions des mineurs, la question se pose de savoir comment est-ce que des avocats peuvent intervenir aux côtés des mineurs systématiquement en matière d'assistance éducative. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est demandé. Mais c'est toujours la même chose. Le nerf de la guerre, c'est le budget. Et il n'y a pas de budget à l'heure actuelle pour financer ça. Ce qui nous remonte aussi des juridictions pour mineurs, c'est aussi qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'avocat, mais on n'a pas de greffier en matière d'assistance éducative. Et donc, un certain nombre de juges des enfants sont contraints, parce que nous avons un manque de personnel dans les services judiciaires, sont contraints de tenir leurs audiences en assistance éducative sans greffier, alors que la loi l'exige pourtant. On a parlé des avocats, je veux parler aussi des administrateurs ad hoc. C'est la même chose. Et puis voilà, la loi Taquet qui préconisait la présence accrue des administrateurs ad hoc auprès des jeunes mineurs. Et là aussi, difficulté pour trouver des administrateurs ad hoc parce qu'on a aussi un problème de financement. Il existe à l'heure actuelle un groupe de travail au sein du ministère de la Justice pour essayer d'avancer sur le sujet, et d'avancer sur le sujet notamment avec le SADJAV, le service d'aide aux victimes, qui pilote le groupe de travail en la matière. Mais on se heurte toujours à la même chose, qui finance. Donc, voilà un peu sur les choses sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avancer, tout en partageant le constat que vous faites, que là, il y a une grosse marge de progression en la matière. Vous avez parlé du proxénétisme.
proxénétisme au sein des foyers de l'ASE. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur tout ce qui concerne ce qui se passe au sein des foyers du département. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, nous, très impliqués à la PJJ sur tout ce qui concerne le plan de lutte contre la prostitution des mineurs et la prise en compte du proxénétisme. Nous finançons, je peux le dire, nous finançons à la fois pour les auteurs de proxénétisme qui sont aussi souvent victimes de prostitution et victimes de proxénétisme, nous finançons un dispositif expérimental ancien en lien avec l'association Kucha, qui a créé avec, alors pour 10 jeunes, ça paraît encore réduit, mais c'est déjà un dispositif voilà, qui mérite d'être élargi. Nous avons créé un centre d'hébergement pour ces mineurs, centre d'hébergement dont l'adresse est d'ailleurs très soigneusement gardée. Centre d'hébergement pour des victimes de proxénétisme, de traite des êtres humains, plus exactement, parce que nous avons les mineurs qui sont victimes de proxénétisme, mais aussi de mendicité forcée, voilà, de différentes formes d'exploitation, qui sont mis, si je puis dire, vous me pardonnerez la familiarité d'expression, qui sont mis au vert pendant un certain nombre de temps pour éviter que les réseaux qui les exploitent eh bien, ne puissent revenir pour faire pression et leur faire retrouver le chemin des trafics en question. Ça, c'est proxénétisme. Nos professionnels sont très sensibilisés à cette question, ils sont formés sur cette question, et nous avons aussi un dispositif au niveau de l'Île-de-France qui permet un suivi renforcé des victimes du proxénétisme. Donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne au premier chef, et nous sommes aussi participants au niveau national au plan de lutte contre la traite des êtres humains et du proxénétisme qui est mis en place par la MIPROF. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, ou est-ce qu'il en existe, ou est-ce que je... Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Walter. Et je vais vous demander, Madame Nissan, juste de bien éteindre votre... Non, pas... Merci Madame la Présidente, merci Mesdames, merci Madame pour ces exposés, cet exposé et ces réponses. Moi je voulais revenir sur quelques petits points. Le premier, vous en avez parlé, mais c'est quelque chose qui revient énormément dans nos échanges avec les personnels de la PJJ, avec les organisations syndicales, mais également avec les personnels de l'ASE. C'est la question de la double compétence civile pénale et de son déblocage, pour reprendre les termes des organisations syndicales. Le sentiment qu'ils nous partagent, c'est qu'ils sont bloqués de ce point de vue-là par leur administration, par leur hiérarchie. Or, vous semblez partager leur diagnostic. Vous avez évoqué les difficultés budgétaires. J'aimerais savoir la part que vous faites dans ce blocage entre la volonté politique et la question budgétaire, à savoir, est-ce que vous répondez à une injonction politique d'aller plus vers le pénal que vers le civil, ou est-ce que c'est vraiment une question de moyens? Est-ce que c'est les deux? Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la question. En continuant sur cette question de la baisse des moyens, on nous annonce donc, si je ne me trompe, 38 millions d'euros dans le coup de rabot des 10 milliards qui est annoncé. Ma question est, de votre point de vue, sur quel secteur cela va-t-il porter et quelles difficultés cela va poser à la PJJ. Et j'irai un tout petit peu plus loin sur la question. Vous avez parlé des contractuels, mais je voudrais évoquer la question de l'intérim. Parce que dans les échanges que nous avons pu avoir, apparemment, il y a un recours à l'intérim assez régulier, y compris de la part de professionnels, du fait que ça leur permet de toucher une prime intérim, etc. Donc, quelle problématique cela pose? Parce que c'est encore autre chose que la question de la contractualisation. Une troisième question très rapide. Quand on discute avec les jeunes majeurs issus de l'ASE, cette question du coût près des 18 ans, des contrats jeunes majeurs, etc., revient régulièrement, et en particulier la question de la poursuite d'études supérieures.
Qu'en est-il pour les jeunes de la PJJ? Je sais que par exemple pour les jeunes de l'ASE, il y a au moins cette possibilité d'être à l'échelon 7 des bourses immédiatement, enfin automatiquement. Qu'en est-il pour les jeunes de la PJJ? Quel suivi pour les jeunes majeurs passés les 18 ans? Et un dernier petit point peut-être plutôt pour Madame Tenot, si j'ai bien suivi tout à l'heure les responsabilités de chacune. Sur les MNA, sur les mineurs non accompagnés, quel impact, à votre avis, des articles 44 et 39 de la loi immigration sur le travail de la PJJ auprès de ces jeunes? Merci. Alors, vous avez donc évoqué la nécessité d'une double compétence civile et pénale qui était, comment dire, avant le recentrage de la PJJ sur le pénal, qui était l'essence de l'intervention de la PJJ. Il ne m'appartient pas de discuter les choix politiques qui ont été faits et qui, à partir de 2010, ont considéré que la PJJ devait se recentrer sur tout le champ pénal. Donc, à cet égard, sauf à ce qu'une décision politique intervienne à cet égard, il ne m'appartient pas de commenter et de dire, moi, de ma place, on va réinvestir le champ civil et dorénavant faire en sorte qu'on intervienne à la fois au civil et au pénal. À l'heure actuelle, les moyens n'y suffiraient pas. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de volonté politique totalement assumée de notre côté. Donc, à cet égard, moi, je ne peux pas vous répondre. Nous sommes sur le champ pénal, nous investissons le secteur de la protection de l'enfance parce qu'il nous semble que c'est important qu'on soit présent, notamment dans le cadre de la gouvernance des instances existantes, et parce que nous avons à cœur qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours des mineurs. Mais à cet égard, nous sommes quand même limités. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, parce que je voudrais quand même dire que, certes, il y a eu, vous l'avez rappelé, 33% de rabot dans le cadre du budget qui a été alloué à la PJJ, mais nous avons, à l'heure actuelle, fait en sorte que ce coup de rabot ne concerne pas toutes les mesures mises en œuvre. Elle ne concerne pas les mesures mises en œuvre. Tout ce qui concerne les mesures mises en œuvre à l'égard des mineurs est préservé, sanctuarisé. Nous avons joué dans le choix qui a été fait au niveau du programme 182 que je pilote, et en lien avec évidemment le garde des Sceaux, nous avons fait le choix de différer un certain nombre d'opérations, essentiellement d'opérations immobilières, de manière à ce que, effectivement, ces 38 millions ne viennent pas impacter les mesures qui sont mises en œuvre au niveau de la PJJ, action éducative. Tout ce qui, à l'heure actuelle, est financé pour les mesures mises en œuvre ne sera pas touché, sera sanctuarisé. C'est un choix qui a vraiment été fait à cet égard, évidemment au profit de nos mineurs qui ne doivent pas subir les conséquences d'une réduction des budgets. Vous m'avez parlé aussi de l'intérim. C'est vrai, il y a des contractuels, mais il y a aussi de l'intérim, mais qui est quand même assez résiduel. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit généralisé sur le territoire national. C'est vraiment résiduel. Et vous avez raison, ceux qui acceptent de faire de l'intérim, ils trouvent leur compte sur le plan financier. Et lorsqu'on est coincé, lorsqu'on n'a pas de titulaire, lorsqu'on n'a pas de contractuel, parce qu'il faut assurer la continuité des missions, on recourt effectivement à l'intérim, mais je le rappelle de manière marginale. Vous me parliez aussi des mineurs qui arrivent au moment couperet des 18 ans. Il faut savoir que le CJPM, à l'heure actuelle, a élargi la compétence de la PJJ aux jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Donc ce couperet des 18 ans n'est pas irréductible. On peut continuer à prendre en charge les mineurs jusqu'à 21 ans, ce qui fait que effectivement, des mineurs qui arriveraient en fin de mesure ne se retrouvent pas, laissés pour compte, si je puis dire, sans prise en charge, et notamment. Alors, c'est compliqué, la prise en charge jeunes majeurs dans les liens avec les départements, mais c'est notre
c'est de notre responsabilité, dans le cadre des instances partenariales qu'on met en place avec les départements, de négocier sur la prise en charge par les départements des mineurs, enfin des jeunes majeurs, dans le cadre de la protection jeunes majeurs. Mais je ne vais pas vous dire que c'est facile et qu'on arrive facilement à négocier en la matière. Simplement, on n'est pas... Voilà, vous le confirmez. C'est une négociation très, très serrée. Et plus il y a de liens entre les départements et les services de la PJJ, mieux ça se passe. Sur les MNA, vous avez interpellé Madame Thénault. Je la laisse répondre. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs, donc vous nous interrogez sur 2 questions qui concernent la loi immigration, qui relèvent plus spécifiquement de la compétence du ministère de l'Intérieur. Peut-être pour commencer par le premier article que vous citez, c'est-à-dire l'article 39 qui prévoit le recueil des empreintes digitales et photographiques des mineurs soupçonnés d'avoir participé à la commission d'une infraction. C'est la prévision de la création de ce fichier, mais effectivement qui ne relève pas de la compétence de la PJJ. Donc, je ne pourrais pas vous répondre sur cette question. Sur le second, qui est l'article 44 de la loi immigration, effectivement, la loi Taquet venait introduire la prise en charge notamment des mineurs non accompagnés jusqu'à 21 ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Et puisque ces jeunes à 18 ans n'ont pas le soutien de leur famille, c'est vrai qu'ils en bénéficient très largement. Et cet article 44 vient permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d'interrompre le contrat jeune majeur si s'il s'est vu prononcer une obligation de quitter le territoire français. Donc effectivement, la loi immigration vient préciser cette possibilité pour le président du conseil départemental. L'effet que ça aura, pour l'instant, nous, à notre niveau, au niveau de la mission nationale mineure non accompagnée, donc de la DPJ, on a peu d'informations qui nous remontent, même dans le contact qu'on peut avoir avec les associations, peu d'informations qui nous remontent sur l'utilisation massive par les présidents des conseils départementaux de cet article. Ça n'a pas été porté à notre connaissance à cet instant. Merci beaucoup. Madame Lebon, vous avez... Ah, j'avais pas vu. Juste après. Oui, pas de souci. D'accord. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Madame la Directrice, Mesdames. En 2023, plus de 35 000 jeunes sont accompagnés par l'ASE et par la PJJ. Leur nombre a augmenté de 30% entre 2019 et 2020. Selon le rapport de la Commission de l'insertion des jeunes du 23 juin 2023, les jeunes adultes passés par la protection de l'enfance, plus isolés que les autres jeunes à leur majorité, ne sont pas suffisamment accompagnés par les dispositifs relevant de l'État et des départements. Alors la PJJ intervient une fois les faits commis. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes issus de l'ASE vers la délinquance ? Quel est le niveau de responsabilité des structures d'accueil des départements et de l'État ? Et quels faits sont majoritairement reprochés aux jeunes issus de l'ASE ? En 2017, le rapport de Cécile Cukierman, sénatrice communiste, sur les crédits du programme PJJ, recommandait une articulation avec les départements qui mérite d'être renforcée pour conforter l'inscription de la PJJ dans le champ de la protection de l'enfance. La coordination avec les services de l'ASE n'était pas efficiente dans les différents départements et déséquilibrée. Il me semble que ce n'est pas vraiment mieux aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Et une question qui s'adresse à Madame Thénault. Une certaine classe politique voudrait faire croire aux Français que la raison de tous leurs maux est l'immigration. Leur nouvelle cible, c'est les mineurs non accompagnés. Pourtant, selon les chiffres de la mission mineurs non accompagnés qui a été créée au sein de la PJJ en 2013, il y a une baisse globale des présentations de MNA au pénal. Le nombre d'incarcérés et de déférés diminue. En 2022, 15,1% des mineurs incarcérés en France étaient des MNA. En 2023, ce chiffre est passé à 8,9%. Connaissez-vous les raisons de cette baisse, sachant que dans le même temps, le nombre de MNA a augmenté sur le territoire ? Et dernière question, parce que j'en ai beaucoup. Comme l'aide sociale à l'enfance, la PJJ recherche des familles d'accueil pour des jeunes ayant commis des faits de délinquance. Pour certains jeunes, c'est un dispositif plus adapté que les centres éducatifs qui peut être bénéfique pour leur parcours. Et le nombre de familles a malheureusement drastiquement chuté depuis plusieurs années. Il y a une dizaine d'années, par exemple, le département de l'Hérault comptait 13 familles d'accueil et aujourd'hui, il en reste une. Pourtant, selon un responsable d'unité éducative de la PJJ, n'importe qui peut devenir famille d'accueil. Il n'y a pas beaucoup de conditions à remplir. Alors, comment expliquer cette forte baisse d'implication ? Je vous remercie.
Alors, comme vous avez beaucoup de questions, si vous voulez bien les rappeler pour que je puisse répondre précisément à vos demandes. La première, c'était, selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes issus de l'ASE vers la délinquance? Quel est le niveau de responsabilité des structures d'accueil, des départements et de l'État? Et quels faits sont majoritairement reprochés aux jeunes issus de l'ASE? Pour dire les choses honnêtement, la réponse à cette question mériterait une étude quasi sociologique, hein. Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous dire ce qu'il en est en la matière. On sait que, néanmoins, nos jeunes mineurs pris en charge par la PJJ, qui font l'objet de prise en charge pénale, cumulent un certain nombre de vulnérabilités. Et que certains, on le sait, une bonne partie, on a fait une étude à cet égard, notamment pour ceux qui sont pris en charge dans le cadre des CEF. Une étude qui a pu être faite à cet égard met en évidence que au moins 2/3 des enfants placés en CEF sont issus des publics de l'ASE. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un cumul des vulnérabilités qui fait qu'on le sait, comment dire, la précarité, les violences, eh bien, c'est des facteurs qui peuvent pousser. Attention, il ne s'agit pas de dire que c'est général, hein, mais ce qu'on note, c'est que effectivement, ces parcours de vie chaotiques peuvent avoir des conséquences sur les parcours d'ordre pénal s'agissant des mineurs qui arrivent au pénal à la PJJ. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça mériterait, comme je l'ai dit, une véritable étude sociologique en la matière. Et effectivement, des recherches, on en fait, hein, des recherches. On a un service de recherche à la PJJ en lien avec l'Institut de recherche des études judiciaires. On essaie de déterminer ce qu'il en est. C'est très difficile, les cohortes. Là encore, il faudrait avoir des remontées d'informations avec des outils statistiques fiables. Mais on essaie néanmoins d'avancer sur la question pour reconstituer le trajet des mineurs qui sont passés par plusieurs dispositifs, des départements, dispositifs judiciaires. Et c'est d'autant plus important pour nous que c'est important de savoir ce qu'ils deviennent après. Est-ce que la prise en charge permet de les remettre dans un dispositif d'insertion? C'est notre ambition. Faire en sorte qu'ils sortent de cette trajectoire difficile et qu'ils arrivent à trouver une insertion. Et l'insertion, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit professionnelle, c'est vraiment notre objectif, ce sur quoi on est concentré. C'est d'ailleurs, ça fait partie des politiques prioritaires du gouvernement. Donc voilà pour la première question. Alors, pour ça, j'ai déjà un peu répondu. Nous, on pousse pour qu'il y ait une meilleure coordination avec l'ASE au travers des instances dont je vous ai parlé et qui ne sont pas simplement des instances formelles au niveau national, mais au plus près du terrain dans le cadre des instances locales. La baisse des familles d'accueil, ça, vous avez raison, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté parce que c'est un dispositif qui est particulièrement adapté pour la prise en charge de nos mineurs. Et on est tellement persuadé de la chose que nous venons de mettre en place une campagne de communication à la PJJ pour recruter de nouvelles familles d'accueil. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les familles d'accueil que nous avons recrutées arrivent à un moment de leur vie où elles prennent leur retraite, elles ne veulent plus renouveler leur engagement en la matière, et on se retrouve à un problème de démographie, en quelque sorte, qui fait qu'il faut qu'on renouvelle le nombre de dispositifs d'accueil en la matière, de familles d'accueil, et vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Nous avons toute une campagne de communication sur les réseaux sociaux par le biais d'affiches,
pour recruter de nouvelles familles d'accueil, en disant notre mot d'ordre, c'est tout le monde peut être famille d'accueil. Alors, il faudrait que je vérifie ce qu'il en est, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas diffusée outre-mer. L'idée, c'est vraiment que toute la diversité des familles puisse se sentir concernée. Vous voyez, dans la diversité des familles. Voilà, couple avec enfants, sans enfants, 2 hommes, 2 femmes, voilà. Toute la diversité des familles est concernée, et c'est ce qu'on essaie de faire passer dans cette campagne de communication. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de rappeler également que la quasi-totalité des MNA qui sont présents sur le territoire national ont une volonté d'intégration manifeste. Donc, au cours de l'année 2023, 19 370 MNA ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Effectivement, un très faible nombre de mineurs non accompagnés, par contre, sont délinquants et mettent en tension les services de la justice, les services de l'aide sociale à l'enfance, les services de la PJJ. On remarque effectivement ces derniers temps, au cours de cette dernière année, qu'il y a une baisse manifeste du nombre de mineurs non accompagnés délinquants. Alors, je n'aurais pas d'explication vraiment certaine à vous fournir. Ce qu'on peut peut-être envisager, c'est notamment, alors vous l'avez nommé, dans les lieux de détention, on était à près de 22%. Aujourd'hui même, on est à un peu moins de 7%. De mineurs non accompagnés détenus dans les services, dans les lieux d'incarcération pour mineurs. Il semble quand même des échanges que nous pouvons avoir, qu'il y a une meilleure identification en fait des majeurs qui se font passer pour mineurs. Donc ça semble effectivement être le cas, mais ça mériterait d'être quand même plus majoritairement vérifié. En tout cas, les services de la justice et les services de police se sont saisis de cette question et notamment interrogent les services étrangers qui identifient mieux les majeurs qui tentent de se faire passer pour mineurs. Et il y a aussi la mise en œuvre du CJPM qui semble aussi avoir fait diminuer le nombre de mineurs non accompagnés détenus. Merci beaucoup. On va regrouper les 2 dernières prises de parole, si ça vous va. Non, mais ça revient au même. Mais Madame Dordain m'avait signalé sa demande de prise de parole au début et je n'avais pas vu Madame Dufour. Mais vous parlez l'une après l'autre, si ça vous va. Et puis ensuite, les réponses qui vont avec, ça revient au même. Parce que vous devez partir. Alors, je pense qu'Ingrid aussi. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Mesdames, tout d'abord, je vous remercie pour l'ensemble des propos que vous avez pu tenir ce matin et les informations données. Je vais être rapide. Vous avez évoqué justement la difficulté en France du travail en silo, du fait qu'il y a un manque d'harmonisation, un manque de transversalité dans l'ensemble des dispositifs et des actions. J'espère qu'avec le CDPE, justement, les choses vont pouvoir s'améliorer et en tout cas favoriser ces échanges. Il y en a d'ailleurs un dans la Somme qui ont en expérimentation. Donc on compte beaucoup sur ces échanges et le fait d'avoir autour de la table ARS, MDPH, en tout cas l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, en fonction des différentes auditions que nous avons pu avoir, la question de la formation reste centrale. Donc ma question est vraiment quel est votre regard aujourd'hui sur le contenu des formations des travailleurs sociaux, mais également de l'ensemble des professionnels pouvant être en contact avec les enfants. Chacun a sa formation éducateur spécialisé ou éducateur PJJ, et en fait on a des approches différentes, ce qui peut être un frein en tout cas sur le terrain. Et comment donc permettre plus de transversalité entre les différents champs pour permettre un travail efficient et sans doublon. Je m'explique, on peut retrouver des familles avec une multitude d'accompagnements et avec peu d'échanges entre les différents acteurs. Alors non pas par mauvaise volonté de leur part, mais surtout et souvent par manque de temps, et on peut avoir énormément de doublons.
Donc, une action qui est menée par le travailleur social en AEMO et une action qui va être menée par le travailleur social qui a un accompagnement MGAGBF, par exemple. Donc, comment éviter cela? Et le lien, surtout, pour les jeunes majeurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué 18 ans, ça peut aller jusque 21 ans, mais un manque criant de travail, de mise en place entre le champ de la protection de l'enfance et le champ de l'insertion du logement. Et ça, alors, en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, on a essayé de mettre en place des choses en lien avec l'aide sociale à l'enfance, l'insertion, le centre. Et on se rend compte que c'est bien compliqué parce que chacun a son langage, chacun travaille avec un objectif bien précis par rapport à sa mission et on oublie la suite. Et ce jeune, 18 ans, 21 ans, se retrouve dans le vide bien souvent, alors que si un travail en amont avait été mené, on pourrait éviter certaines situations dramatiques. Je vous remercie. Ah, pardon, alors on y va. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Non, mais je vais essayer d'être la plus brève possible. Vous avez parlé effectivement du fait que les 38 millions d'économies ne concerneraient pas les mesures, sauf qu'on nous annonce un nouveau coup de rabot de 10 milliards d'ici la fin de l'année concernant toutes les dépenses publiques. Est-ce que vous avez eu des communications déjà sur des possibles économies supplémentaires demandées à votre action à la PJJ? Donc sur la question du logiciel parcours, j'étais intéressée par le déploiement de ce logiciel. Vous avez dit que ça pouvait prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire on parle de combien de temps à peu près, parce que c'est vrai que cette commission d'enquête bute vraiment beaucoup sur le manque de data, vous l'avez dit, le manque de remontée d'informations qui permet pas forcément de mettre le doigt sur toutes les problématiques, et ça me paraît absolument essentiel d'accélérer la cadence, et je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous discutez justement au sein de la PJJ, si c'est envisageable. Donc on parlait du lien PJJ département. Vous avez été très clair sur le fait qu'il y a des départements avec qui c'est plus ou moins difficile. On n'a pas eu la liste des 10 départements qui avaient accepté le protocole. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des raisons peut-être de vous, comment vous pensez, comment vous voyez la chose? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ping-pong, puisqu'à la fois vous dites que vous n'avez pas connaissance du coût des mesures que coûtent au département, par exemple, concernant les AEMO, etc. Moi, je sais, par exemple, qu'un placement en milieu ouvert coûte 2 fois moins cher qu'un placement en foyer. Ça, c'est des choses qu'on sait quand on creuse un peu les sujets au niveau départementaux. Ils ont eux-mêmes des contraintes budgétaires, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Sachant que vous-même, Monsieur Roux, vous disiez que 77% des juges ont déjà renoncé à des mesures de placement hors famille, justement parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de place en foyer. Donc eux, ils doivent savoir quand même qu'il y a des places ou pas de place, mais ça doit être des remontées qualitatives. Ma question, c'est est-ce que la PJJ demande officiellement des remontées sur les coûts des mesures, les mesures non exécutées au département ou pas? Sur les signalements enfants en danger, vous avez parlé de la CRIP. Je vais juste donner un témoignage. Effectivement, en Seine-Maritime, ça peut arriver que les signalements dysfonctionnent un petit peu, prennent beaucoup de temps, que ça ne réponde pas, qu'il faille rappeler plusieurs fois, etc., etc. Vous avez parlé d'une expérimentation intéressante donc, de placement des DUC de la PJJ dans la CRIP. Est-ce que c'est au niveau de tous les départements? Est-ce que vous avez déjà des retours sur comment ça fonctionne? Et enfin, sur l'attractivité des métiers que vous avez soulevé de façon très franche, est-ce que vous pouvez nous donner du coup le taux de contractuels aujourd'hui parmi les professionnels de la PJJ? Est-ce que vous pouvez nous donner le salaire d'entrée pour les recrutements actuels? Le taux de personnes diplômées, vous avez parlé du fait que vous recrutiez aussi maintenant des gens sans formation. C'est le cas évidemment chez l'ASE aussi, c'est le cas. Voilà. Est-ce que vous avez un taux de personnes diplômées dans vos services? Et puis après une question peut-être plus philosophique, moi si je me le permets, comment peut-on espérer faire mieux avec moins? C'est toujours la question. Pour vous comme pour les départements, j'imagine. Je vais essayer de reprendre chacune des questions. Vous avez parlé de la formation, et c'est effectivement quelque chose de central. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon propos liminaire, nous sommes très fiers de notre école nationale de la PJJ qui fait un excellent travail. Et en la matière, il faut savoir que la formation, elle ne s'adresse pas qu'aux lauréats des concours de la PJJ. Son catalogue de formation s'adresse aussi
au personnel des départements. Et donc, tout le monde peut y accéder parce que c'est la seule école d'application en France et qui a vraiment un focus très important sur la protection de l'enfance. Donc, à cet égard, je veux dire que oui, la formation à la PJJ prend vraiment en compte la nécessité d'harmoniser la formation et c'est accessible effectivement au personnel des départements. Les doublons, plusieurs mesures, peu d'échanges, c'est ce sur quoi nous luttons. On a parlé de fonctionnement en silo. Dans le cadre d'une meilleure articulation qu'on prône dans le cadre des groupes de travail auxquels nous participons, dans le cadre des instances locales que nous cherchons à généraliser, c'est ce sur quoi nous voulons travailler, parce que, vous avez raison, c'est insupportable. Chacun travaille de son côté, sans qu'il y ait d'échange, ça n'est pas acceptable. Davantage de transversalité, c'est vraiment un focus sur lequel on travaille. Les jeunes majeurs et l'insertion. Nous sommes tellement convaincus de la nécessité du travail sur l'insertion, que ce soit pour les mineurs jusqu'à 18 ans ou que ce soit pour les jeunes majeurs, que nous avons sollicité auprès du garde des Sceaux, qui a été sensible à la question, auquel nous avons présenté un plan insertion qu'il a validé, que nous avons pu créer dans le cadre du schéma d'emploi et des allocations de moyens qui nous ont été accordées, 92 ETP qui nous ont été accordés l'année dernière. Nous avons pu mettre en place, créer des correspondants insertion qui sont là précisément pour faire l'interface avec l'ensemble des acteurs en la matière. Ce sont les correspondants insertion bénéficient d'une formation qualifiante à l'ENPJJ, donc c'est vraiment des experts en la matière. Alors tout le monde ne suit pas la formation qualifiante pour le moment, mais notre objectif, c'est vraiment d'en faire des experts en matière d'insertion et de faire en sorte que ce soit l'objectif phare dans la prise en charge de nos mineurs et de nos jeunes majeurs, et que justement il n'y ait pas cette multiplication des dispositifs, mais que auprès des services de milieu ouvert comme auprès de l'hébergement, des propositions en termes d'insertion soient faites et que ces correspondants insertion soient vraiment en lien avec l'ensemble des dispositifs de droit commun qui existent, de manière à ce qu'on puisse mettre à niveau nos mineurs, qui évidemment sont des mineurs qui ne sont pas, enfin la plupart du temps ne sont pas au niveau en termes de scolarité ou en termes de formation professionnelle. Ce qui nous appartient à nous, c'est de faire en sorte que ce gap, on puisse le combler pour qu'ils intègrent les dispositifs de droit commun en matière d'insertion, d'où la création de ces correspondants insertion qui nous ont été accordés par le garde des Sceaux dans le cadre du plan insertion. Oui. L'expérimentation CRIP. Cette expérimentation, on vient d'en faire le bilan. Et même si c'est un peu hétérogène, c'est positif. Et nous, on souhaite vraiment généraliser le dispositif. Ça va nous coûter des ETP, mais ça en vaut le coup. Ça apporte une vraie plus-value. Et on souhaite vraiment, nous, faire en sorte que la présence d'éducateurs PJJ, ça nous coûte par éducateur PJJ 0,2 ETP, si vous voulez avoir la chose précise. Mais précisément, parce que ça fonctionne bien, parce que ça mérite d'être généralisé, on vient d'en faire le bilan. En adressant un questionnaire aux différents terrains qui les ont mis en œuvre. Et ce qui en ressort, c'est que c'est positif. L'attractivité des métiers. Grand sujet. Grand sujet. J'ai eu l'occasion de vous dire précédemment qu'on a un fort déficit en la matière. Que j'avais eu l'occasion de donner les chiffres, 22% de contractuels au niveau national et dans certains hébergements, 40 à 45% de contractuels. Ça n'est pas satisfaisant. Il faut qu'on arrive à saturer nos concours. On a un certain nombre de pistes en la matière. À l'heure actuelle, on essaie de développer des dispositifs qui permettent
de fidéliser et de former nos contractuels. Et pour ce faire, nous mettons en place des concours à affectation locale, de manière à ce que ces contractuels, qui évidemment souvent ne veulent pas changer de lieu géographique, puissent passer le concours et rester sur le service dans lequel ils étaient employés. On fait vraiment des efforts en termes d'attractivité pour que les personnels passent des concours, les contractuels qui ont donné satisfaction passent des concours et qu'ils puissent devenir des titulaires avec la formation qui va avec. Donc, on est vraiment, c'est vraiment un sujet fondamental chez nous. Communiquer, permettre aux contractuels de passer ces concours à affectation locale, c'est important pour nous parce que de l'attractivité et de la fidélisation de nos personnels découle la qualité de la prise en charge de nos mineurs. Le salaire, vous nous en avez parlé. Alors, c'est une question importante. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on puisse vous dire ça, mais quand même, ce que je peux vous dire, et on pourra vous donner le détail, c'est qu'il y a eu ces derniers temps une augmentation des salaires. Il y a une revalorisation des salaires versés à la fois notamment aux éducateurs, puisqu'on parle des éducateurs. Et vous savez certainement qu'au niveau statutaire, les éducateurs sont devenus de niveau catégorie A, alors qu'ils étaient de niveau catégorie B. Donc il y a quand même une revalorisation qui est intervenue. Sur le plan statutaire, il y a eu une bonne évolution. Alors je ne dis pas que c'est parfait et que tout est magnifique, mais en entrée de salaire, je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont plus avantagés qu'au niveau des départements. Moi, je dirais 2000. On commence à 2000. Ouais. Alors, à vérifier, hein. 1008, 2000, voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Interroger la question de l'attractivité dans tous les métiers de la protection de l'enfance, parce qu'il y a un effet de vase communicant par moment, ce qu'on a décrit dans le territoire. Sachant que, pour être précise, on a les éducateurs, puis on a les directeurs de service, hein, les différents niveaux d'encadrement, et que, par exemple, pour les directeurs de service, on s'aperçoit que peut-être l'entrée en salaire est peut-être plus intéressant, mais que ça décroît après, et qu'après, dans le domaine associatif, eh bien, les salaires proposés sont plus intéressants. Voilà, je veux quand même dire les choses de manière équilibrée. Hein. J'avais juste la dernière question, c'était sur le micro. Pardon. C'était juste sur le fait que vous avez exprimé à plusieurs reprises qu'il y avait des difficultés d'échange avec les départements pour remonter certaines informations, qu'à un moment donné, si vous n'avez pas connaissance du coup des mesures, que même vous ne répondent pas, il y a un problème de coopération clairement. Ma question, c'était comment vous l'analysez? Est-ce que c'est aussi une réticence fondée dans le sens où on délègue au département une politique qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'assurer de façon... Voilà, est-ce que c'est donc il y a une sorte de phénomène de réticence ou c'est vraiment un désintérêt de certains départements? Enfin, comment vous l'analysez, ces difficultés à ce point-là de coopération? Moi, je ne dirais pas forcément que c'est un défaut de coopération. Il y a un vrai problème de remontée d'informations, de système d'information. Les départements n'ont pas les mêmes systèmes d'information. Et donc, on a énormément de difficultés à avoir ces données-là. Il n'y a pas les mêmes systèmes, comme je l'ai dit, de systèmes d'information entre les départements, mais en plus, on n'a pas les mêmes indicateurs. Ils n'ont pas les mêmes indicateurs entre eux. Donc c'est très difficile, nous, d'avoir les données, mais eux-mêmes d'avoir des données fiables. Hein. Voilà. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous-mêmes, à l'heure actuelle, on essaie de fiabiliser nos données via l'application Parcours dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé. Lorsque je disais tout à l'heure que c'est difficile à mettre en place, non, nous avons depuis 2019 véritablement pris les choses à bras-le-corps, mais nous avons différents lots. Dans le premier lot qui a été déployé, avec une formation
très très soutenu au niveau de l'École nationale de la PJJ. Premier lot qui a été déployé, c'est la saisie des informations par les services eux-mêmes, adossé à un système d'infocentre qui nous permet déjà, à l'heure actuelle, de faire remonter certaines informations et de les exploiter. Mais pour que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions, il faut aussi que le SAH puisse accéder à ce système d'information, alors qu'à l'heure actuelle, on enregistre les données, mais avec un délai de latence considérable, ce qui permet... Donc, élargissement au SAH, il faudrait aussi que l'autorité judiciaire puisse y accéder. Donc, il faut qu'il y ait aussi une interopérabilité avec les données judiciaires. Tout ça est prévu, avec un déploiement en phase. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, progressivement, les choses vont se mettre en place à notre niveau. On y est très attentif, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une politique publique, sans qu'elle puisse être évaluée avec des données fiables, ça n'est pas une bonne politique publique. Eh ben, il nous reste à vous remercier très vivement et très sincèrement pour vos contributions ce matin. Merci à chacune d'entre vous. Merci, madame. Merci à tous d'avoir été présents. Prochaines auditions, mardi prochain, si je ne me trompe pas, à 16h30. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci pour votre écoute.